Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier bilan de mars. Et il est plus que temps, je sais que plein d'entre vous aiment bien avoir les bilans décalés, je trouve ça très chouette aussi, mais il y a un moment, à force de prendre du retard, je vais finir par ne plus savoir de quoi je parle. Donc bref, c'est parti, on y va. En mars, j'ai découvert en lecture commune l'excellent Tonnerre sous les ruines de Floriane Soulas que j'ai lu en lecture commune sur... On l'avait fait sur Instagram, pardon. Et après, on a décidé qu'on allait faire un Discord parce que c'était pas forcément évident quand on est nombreuses pour lire. Bref, Tonnerre sous les ruines, c'est une sorte de post-apo où l'humanité s'est un petit peu effondrée suite à des changements climatiques et on se retrouve dans une nature qui est très hostile avec des humains qui ne sont pas en très grande forme, qui soit vivent dans les plaines et doivent survivre à des bêtes qui ont muté eux-mêmes, ont des maladies qui sont vraiment pas sympas, soit vivent dans la ville de Tonnerre et c'est pas beaucoup mieux. Mais bon, voilà, en gros, on a un petit peu ces deux pans d'humanité. On suit deux femmes, nos deux héroïnes, une qui est plus âgée, qui s'est enfuie de Tonnerre, c'est le tout début du 1, donc c'est pas spoilant. Elle s'est enfuie de Tonnerre parce qu'elle était a priori utilisée. On suit une jeune femme qu'elle a prise sous son aile qui, on le sait dès le début, a des capacités un peu particulières. On ne sait pas très bien en quoi c'est particulier par rapport aux autres humains, puisqu'on n'a plus vraiment les points de comparaison que nous, on peut avoir par rapport à nous, l'humanité maintenant, mais on sent qu'elle est spéciale, on sent qu'elle est particulière parce qu'elle est rejetée. Et donc ces deux femmes se sont associées pour servir de guide à travers les plaines, pour traquer les bêtes qui pourraient attaquer les convois d'humains. Et voilà, c'est un petit peu leur travail à toutes les deux. Et elles vont être amenées à devoir aller à Tonnerre, ce qui ne réjouit pas la plus âgée des deux parce qu'elle s'en est enfuie et qu'elle n'en a pas des très bons souvenirs. Et la plus jeune, elle, y est vraiment extrêmement attirée pour des raisons un peu obscures mais qui vont s'éclairer au fur et à mesure. Tonnerre après les ruines, c'est un roman qui est très glauque, très organique, très dérangeant. On va beaucoup parler de fluide corporel, on va beaucoup parler de mutation, on va parler de choses qui sont franchement dégueu, je vais pas vous le cacher, mais c'est hyper réussi. Il y a ce côté body horror, dans une ambiance sombre, poisseuse, dérangeante, et c'est super bien fait, c'est super bien réussi, c'est très bien écrit. En plus, bien qu'il soit assez imposant, encore une fois, je suis désolée, j'ai emballé le livre, donc je ne peux pas vous le montrer sous tous les angles, mais il est assez gros, honnêtement. Et pourtant, ça se lit tout seul. C'est-à-dire que quand on est dedans, c'est très difficile de s'arrêter. L'action est très réussie, le rythme est très bien mené. Il n'y a pas de moment où je me suis ennuyée. C'est vraiment un excellent ratio de moments où il y a des pics d'action et de moments un petit peu plus calmes, où on apprend des choses et on comprend l'univers, on comprend quels sont les enjeux, notamment politiques, mais pas que, les enjeux par rapport à l'humanité de manière générale. Et c'est un roman qui, honnêtement, est assez sombre, qui est assez pessimiste, on pourrait dire dans une certaine mesure, mais que j'ai trouvé extrêmement réussi parce que pour moi, ça rejoint ma vision un petit peu des choses et ça rejoint des questionnements qui m'intéressent beaucoup, à savoir est-ce que si le climat fait que l'humanité doit disparaître, il faut à tout prix essayer de conserver l'humanité parce que est-ce qu'on mérite de continuer à être sur cette terre qu'on a détruite. Bref, c'est un livre que j'ai adoré, que je vous recommande, mais soyez prêts au côté vraiment très dérangeant des descriptions. Il y a beaucoup de femmes qui sont décrites, c'est un livre avec beaucoup de femmes, et notamment des femmes enceintes qui vont accoucher dans des conditions extrêmement difficiles, qui ont des problèmes de santé qui sont franchement répugnants parfois, avec des descriptions de croûtes, enfin de trucs vraiment assez dégueux, mais pour moi ça fonctionne avec le livre, ça veut dire que on n'est pas dans du voyeurisme dégoûtant, on est vraiment, ça joue dans la mentalité des personnages, ça joue dans l'ambiance, ça joue dans plein de choses et c'était très bien fait, j'ai adoré cette lecture, je vous la recommande. J'ai ensuite lu, et c'était le début des daily vlogs, si je ne dis pas de bêtises, et du 7 jours 7 livres, Central Station de Tidar Lavie, qui est un livre de SF que j'avais reçu en service de presse. C'est un roman qui va s'attacher à suivre plus particulièrement Central Station en tant que lieu, alors je ne sais plus exactement où c'est situé, c'est entre Tel Aviv et Jérusalem je crois, mais j'ai peur de dire une grosse ânerie, et Central Station c'est un endroit où plein de gens vivent et aussi plein de gens très différents, d'origines différentes et des gens qui sont plus ou moins humains, plus ou moins devenus des droïdes, je pense qu'on dit des humains augmentés, voire presque des robots, et on est dans une espèce de futur où voilà, la technologie a avancé, etc.
Le pitch de Central Station, c'est qu'on va suivre un humain qui revient après un certain temps et qui va retrouver des gens qu'il connaissait. En fait, on va avoir un espèce de relais entre ces personnages qui se connaissent tous plus ou moins ou qui ont des connaissances en commun et on va suivre différents parcours de vie. C'est pas un roman où il se passe beaucoup d'action parce que c'est pas un roman d'action, ça a vraiment ce côté très tranche de vie et aussi très regard sur l'humanité dans le futur. Un petit peu comme Tonnerre après les ruines, mais d'une autre façon, puisque là, on va interroger plutôt les rapports entre les humains, on va interroger la technologie et le rapport à la technologie, on va interroger la religion, l'évolution des religions, l'évolution des différents peuples qui ont pu vivre un exil par le passé et comment ils vivent ensemble aussi. Ça interroge plutôt des choses assez humaines, et donc c'est plutôt, on pourrait dire dans une certaine mesure, tranche de vie. C'est un roman que j'avais apprécié sans être franchement très convaincue parce qu'il y avait des choses qui m'avaient dérangée, il y avait des points de vue qui m'avaient moins intéressée, mais il y avait quand même des choses très intéressantes. J'avais beaucoup aimé par exemple le point de vue du soldat. C'est vraiment des humains qui ont été utilisés, on a effacé leur mémoire du passé pour être des soldats améliorés, augmentés, et à la fin de la guerre, ils se sont retrouvés un peu sans rien, ils sont plus vraiment humains, en même temps c'est pas non plus complètement des robots, ils ont des émotions, ils ressentent des choses, et ce point de vue là m'avait pas mal intéressé, ça questionnait des choses qui étaient plutôt pertinentes et qui rejoignaient justement les questionnements qu'on peut retrouver chez Anne Leckie. J'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé aussi le point de vue de la Strigoi, qui est une espèce de vampire qui est appelée de différentes façons dans le livre, que j'avais trouvé très intéressante parce que ça questionnait encore une fois la technologie, le rapport à la technologie, mais il y avait des choses qui m'avaient dérangée, des choses qui sont pas du fait de l'auteur en soi parce que c'est des choses qui existent dans la vraie vie, mais ça m'avait dérangée, ça avait dérangé Emeline avec qui je l'avais lu en lecture commune aussi, et c'est vrai qu'il y avait des points de vue qui m'intéressaient moins. Donc c'était une lecture qui était intéressante, je peux pas dire que c'est désintéressant, je pense que ça peut plaire à plein de monde, mais c'est vrai que j'avais eu du mal à rentrer dedans, ça avait mis beaucoup de temps, et une fois que j'étais dedans, ça allait beaucoup mieux, et c'était beaucoup plus fluide, mais c'était vraiment laborieux pour rentrer dedans, et le livre étant assez court, ça m'avait semblé d'autant plus long qu'il m'avait fallu, je crois, une bonne moitié pour réussir à être dedans, à accrocher avec ses points de vue, à suivre de qui on parle, à suivre les différentes technologies. Donc bref, c'est une lecture un petit peu en demi-teinte pour moi. Donc voilà, j'ai pas grand chose à en dire de plus. Si, je vois encore une fois, hein, ça fait 3 mois que je l'ai lu, donc vous voyez ce qui m'en reste concrètement là a posteriori, puisque j'ai pas spécialement fait de fiches pour vous en reparler, je vous le fais aussi un peu de mémoire, c'est aussi ça qui est intéressant. En revanche, si vous voulez mon impression au moment de la lecture, allez voir le vlog, le daily vlog concerné. J'ai lu aussi fin mars, toujours dans le cadre de ce 7 jours 7 livres, La fourchette, la sorcière et le dragon de Christopher Paolini, qui est un espèce de tome qui contient 3 nouvelles qui se passent après la saga Eragon et avant Murtagh. Et c'était très chouette, j'ai adoré me replonger dans l'univers d'Eragon. J'ai préféré une des nouvelles, mais je vais pas trop vous en parler parce que ça pourrait spoiler Eragon éventuellement. Tout ce qui se passe dans ce livre est spoilant, donc je ne vais rien vous dire. Il y en a une que j'ai préférée, je crois que c'est la première, si je dis pas de bêtises. C'est un format très court qui se lit très vite, qui est très concis, qui a ce côté nouvelle, presque conte, on pourrait dire pour certaines, et qui se lit bien, qui fonctionne bien, qui permet de développer l'univers, qui permet d'expliquer ce qu'il se passe après cette saga. Donc j'ai pas grand chose à en dire parce que encore une fois vraiment sans mentir ça serait trop spoilant. Ce que je peux vous dire c'est ce que moi j'ai ressenti, j'ai aimé me replonger par ce biais dans l'univers, je pense que ça me permettra d'attaquer Murtagh plus sereinement parce qu'il y a des rappels par rapport à des choses qui se sont passées dans Eragon qui ne sont pas inutiles très honnêtement, surtout après avoir lu Eragon il y a un certain temps maintenant, et c'était plaisant, c'était doudou, c'était réconfortant, c'était vraiment me replonger dans l'écriture, dans l'univers que j'aime. Mais bon voilà, après c'est pas incroyable en soi, évidemment il faut avoir lu Eragon, sinon ça ne sert à rien, vous allez non seulement rien comprendre mais en plus tout vous spoiler, mais voilà, c'est très chouette, je suis très contente de l'avoir lu, c'était un cadeau de mon frère que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, avec Emeline, j'ai lu Les enfants indociles de Shannon Maguire, le premier volume, Les portes perdues je crois. C'est une saga assez longue, je sais plus combien il y a de tomes en VO, beaucoup, voilà, beaucoup. En français, on n'a que 3 tomes de traduits, et a priori, la suite n'est pas là d'arriver, voire n'arrivera peut-être jamais, puisque Pygmalion n'a probablement pas l'intention de continuer, ce qui est un petit peu désolant, mais soit. Toujours est-il que la saga en elle-même était excellente, enfin en tout cas ce que j'en ai lu. Ce premier volume était très très bon, j'ai beaucoup aimé. En gros, on suit un espèce d'institut qui accueille des enfants, des ados, voilà, des mineurs si vous voulez, qui ont pris des portes à un moment donné et qui ont disparu, puis qui sont revenus sur Terre dans leur famille, qui ont disparu parfois très peu de temps,
parfois très 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 longtemps et qui ont déjà d'une qui sont plus adaptées à la terre et à la vie normale, voilà, classique en tout cas, et aussi qui sont un peu perdus parce que le temps ne s'écoule pas forcément de la même façon là où ils étaient et sur terre pour nous. Donc parfois ils sont partis quelques jours, mais en fait pour eux ça fait des années, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc l'Institut recueille ces enfants qui ne sont pas crus des parents, des adultes, etc. et les aide à se réadapter. Et j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était très très bon. Ça avait vraiment ce côté réalisme magique que moi j'adore. J'ai trouvé que c'était, effectivement c'est court, ça se lit vite, c'est du coup pas très creusé, c'est une évidence, mais je trouve qu'en peu de pages, on arrive à se plonger dans un univers qui est envoûtant, Vous êtes dedans, vous y croyez, vous découvrez des personnages, encore une fois, qui ne sont pas hyper creusés parce qu'il n'y a pas forcément le temps, mais on nous présente plein de personnages et je pense qu'en fait les tomes suivants s'attachent à ensuite décrire l'aventure de chacun de ces protagonistes et du coup c'est normal que ce 1 soit très introductif et présente vraiment l'univers dans sa globalité, présente comment ça fonctionne, les différences qu'il peut y avoir entre tel et tel univers et on a un espèce de petit mystère qui va amener au tome 2 et c'est ça qui est intéressant. C'est vrai que si on lit le 1 sans savoir que le tome 2, en fait c'est le retour en arrière de pourquoi ce petit mystère est arrivé, je veux pas trop vous en dire. C'est un peu bizarre, on se demande pourquoi c'est là, c'est un peu comme un cheveu sur la soupe. En même temps, c'est plaisant, ça fonctionne bien, ça apporte ce côté un peu glauque, dérangeant, décalé que moi j'adore dans ce type de bouquin. Et j'ajouterais que ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on a des adolescents qui sont différents. On a beaucoup de diversité dans ces adolescents. On a un garçon trans, on a des filles lesbiennes, on a des personnages aussi asexuels, il me semble, de mémoire. On a vraiment un panel de protagonistes adolescents très différents et je trouve ça bien que ça soit le cas. Je trouve ça bien que ça soit représenté en littérature. Moi, j'ai adoré. J'ai lu le 2. Je l'ai encore plus adoré, mais on en reparlera dans un prochain bilan. Ensuite, toujours en lecture commune avec Emeline, j'ai lu L'effet Shurten d'Ursula K. Le Guin, qui est une nouvelle de SF qui s'inscrit dans l'univers de l'écoumène, où on va découvrir en fait ce fameux effet Shurten qui permet de voyager de manière instantanée d'un bout à l'autre de la galaxie et donc qui va permettre aux gens finalement de se réunir et de se voir et d'échanger puisque jusqu'à présent les voyages se faisaient très souvent en partie en stase et donc quand on arrivait à sa destination, les gens qu'on avait laissés derrière nous avaient beaucoup vieilli, voire avaient disparu. C'est un livre qui se découpe un petit peu sous forme de nouvelles où on suit différents points de vue. Il y a des liens entre ces points de vue et qui vont nous mener à différentes visions de cet effet Shurten, de ce que ça implique, en positif comme en négatif, et la recherche autour de ça. C'est un livre qui était vraiment très chouette. La première nouvelle était hyper compliquée, hyper obscure, enfin hyper compliquée je sais pas, mais assez obscure, assez dure, assez dense. J'ai eu du mal à rentrer dedans, j'ai eu du mal à comprendre où ça voulait aller. Par contre, une fois que ça se lance et qu'on commence à être dedans, c'est très 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 chouette, c'est intelligent, c'est humain, c'est ce que Ursula K. Le Guin sait faire avec brio. Elle vous présente des humains qui vivent dans des situations différentes, qui ont des points de vue différents, et elle le fait avec intelligence, avec finesse, il y a vraiment quelque chose de très très réussi dans ce bouquin, et dans ces différents points de vue. Quand je dis différent, c'est très différent. On va avoir la première expédition qui va plutôt mal se passer, ensuite on va avoir un des protagonistes qui a vécu cette expédition, qui va refaire l'expérience avec un autre protagoniste qui lui l'avait fait seul, et qui va atterrir sur une planète, et plein de choses vont se passer. Il y a aussi plein de questions autour de la culture, du colonialisme, etc. qui étaient très 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 chouettes. Et je crois qu'il n'y en a qu'une troisième où on suit une des personnes qui a inventé cet effet. Donc vraiment tout se rejoint, tout a du sens ensemble et c'était très très chouette. Je vous recommande la découverte de ce bouquin. Dans la foulée, nous avons lu La fille feu follet, toujours d'Ursula K. Le Guin, qui cette fois-ci est plutôt de la fantaisie, que j'ai aussi beaucoup aimé. C'est beaucoup plus accessible pour le coup. La fille feu follet, en fait, c'est l'histoire d'une planète où finalement il y a 3 castes, je crois, qui ont des règles assez précises, et la caste dirigeante, dont je ne sais plus le nom, doit aller chercher dans les nomades des jeunes filles, des jeunes femmes, pour en faire leurs épouses, pour en faire des servantes, enfin voilà, ils doivent enlever ces jeunes filles, ces jeunes femmes, c'est dans la culture, c'est inscrit dans leur culture et dans leur manière de faire, ce qui n'excuse rien, on s'entend, mais il y a une espèce de cercle comme ça de... On ne peut pas se marier avec quelqu'un de sa caste en fait, il y a toute une logique à ça, mais je vous laisserai découvrir si ça vous intéresse.
Et on suit le destin de deux petites filles qui sont enlevées assez jeunes et on va les suivre dans l'accueil qu'elles reçoivent dans la famille qui va les accueillir, c'est très redondant, et dans leur éducation, leur manière de percevoir les choses, leur rapport à la culture, à la religion très différente de cette caste un peu dirigeante qui va les accueillir, leur rapport aussi à leur passé, et bref, c'était hyper bien fait, hyper bien pensé, ça dénonce beaucoup de choses par rapport au traitement des femmes, par rapport au traitement des femmes de toutes les castes de manière générale. Ça dénonce beaucoup de choses aussi sur la culture, en tout cas comment les castes dirigeantes n'ont pas de respect pour les cultures des dominés, et encore une fois c'est très court, ça se lit très vite, c'est très prenant, c'est très glauque, c'est très dur aussi parce que vous imaginez bien ce qui peut arriver à ces peuples nomades qui subissent ça, mais c'était très intéressant, c'est vraiment, je pense, une porte d'entrée très facile dans l'univers d'Ursula K. Le Guin, avec des questionnements assez fondamentaux qu'on retrouve un petit peu partout dans ses livres de manière générale, en version très condensée. Donc moi j'ai beaucoup aimé, c'est plutôt un univers de fantasy. En tout cas, j'ai beaucoup aimé La Fille Feu Follet avec ce que ça avait de très dur, de très violent et de très intelligemment pensé. J'ai également lu en mars Le Dôme de la Méduse, le dernier tome de la trilogie baryonique de Pierre Auphas, qui était un service de presse que j'ai reçu de la part des Forges de Vulcain. Je ne vais pas forcément trop détailler ce dernier tome dans la mesure où c'est un dernier tome de trilogie, c'est logique. J'ai beaucoup aimé ce dernier tome. En fait, ce que j'ai aimé, pour être très honnête avec vous, c'est qu'on a une très grosse partie du bouquin, je pense à peu près 50%, qui se passe dans un contexte très particulier, où on va être dans de la recherche linguistique, de la recherche de communication, et c'est quelque chose qui me plaît. C'est quelque chose que j'aime par exemple beaucoup chez Tchaïkovski, que je trouve absolument passionnant, comment entrer en communication avec d'autres espèces intelligentes que des humains ou que des espèces que l'on connaît, en fait, je veux dire, de la Terre. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, mais je sais que ça peut être quelque chose aussi qui peut-être perdre parce que c'est assez complexe. Moi, personnellement, j'ai accepté de ne pas tout comprendre, les calculs, j'ai accepté de ne pas forcément tout saisir les mécanismes mathématiques qui étaient déployés par les protagonistes, et je me suis laissée porter parce que j'en comprenais, et ça m'a suffi, et j'ai aimé. Mais je vous préviens, c'est vrai que c'est assez complexe, et si vous avez ce besoin frénétique d'absolument tout saisir, tout comprendre, ça peut être perturbant, sauf si vous êtes très bon mathématicien, mathématicienne. La deuxième moitié retourne plus vers ce qu'on a connu dans les tomes précédents, donc plutôt un aspect politique que j'aime énormément aussi. Dans l'ensemble, c'est une trilogie que moi j'ai beaucoup aimée. J'ai trouvé qu'elle était réussie, j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu tout ce que j'aime dans ce genre de SF, à savoir le côté assez scientifique, assez pointu, même si je ne suis pas en mesure de vous dire si c'est juste ou pas, parce que je ne suis pas du tout calée en mathématiques ou en physique, ou voilà, mais quelque chose d'assez pointu qui vous prend pas pour des idiots, mais qui est assez didactique, assez pédagogique, que vous parvenez à comprendre quand même. Il y a le côté humain, le facteur humain, et ce qui est devenu l'humanité suite, encore une fois, à la dégradation du climat et à des exodes, et voilà, donc on est sur une humanité qui s'est un peu reconstruite, donc ce côté-là qui m'intéresse pas mal et commence à évoluer vers un mieux, et le côté politique, moi j'aime beaucoup, et évidemment on retombe aussi dans des questionnements autour de coloniser et d'extraire des ressources de planètes qui ne sont pas la nôtre, et d'utiliser ces ressources, et c'est quelque chose qui m'intéresse. On a aussi, et ça c'est un des points peut-être que je regrette un petit peu, une espèce de comment on dit, d'organisation qui veut se battre contre la technologie, et j'aurais aimé que ça soit plus développé parce qu'il y avait des choses très intéressantes. Après, c'est des choix de l'auteur, c'était pas non plus dérangeant que ce soit pas plus exploité, mais ça m'intéressait, donc je regrette un petit peu de ne pas en avoir appris plus sur cette organisation et peut-être plus vu à l'œuvre, mais dans l'ensemble, c'est une trilogie que j'ai beaucoup aimée. J'ai beaucoup aimé toutes les thématiques qui étaient exploitées, les personnages, l'évolution des personnages qui pour moi était très réussie, même dans ce cas-là de moins bon, parce que certains personnages ont tendance peut-être à presque un peu régresser, mais avec le contexte de vie, le contexte de ce qu'ils ont vécu tous, ça fonctionne très bien, les relations, les liens qui se nouent, qui se dénouent, tout ça pour moi c'est quelque chose qui fonctionne. Donc c'est une trilogie que j'ai beaucoup aimée. Très bonne trilogie de SF francophone que je vous recommande. Ensuite, j'ai lu Désolation de Jean-Philippe Jaworski. Je vais être assez rapide parce que pour moi c'est un récit hommage au Hobbit, puisqu'on va suivre une compagnie de protagonistes qui part pour prendre un trésor dans une montagne, mais il y a un dragon endormi qu'il ne faut absolument pas réveiller. C'est le pitch de base, et en fait tout ce bouquin qui est très drôle, qui est très léger, qui est vraiment très bien écrit, en plus très
très très bien illustré par Melchior Ascaride, tourne autour de ça, de ce besoin de silence pour ne pas réveiller le dragon. C'est cocasse, c'est drôle et clairement, encore une fois, c'est inspiré du Hobbit ou c'est un hommage au Hobbit plutôt. J'ai bien aimé cette lecture, c'était très sympa, c'était très chouette, c'était pas ultra révolutionnaire mais j'ai retrouvé ce que j'aime dans la plume de Jaworski, donc une plume qui est travaillée, qui est belle, qui est poétique, même dans ses vulgarités, même dans son prosaïsme parfois. Ça fonctionnait très bien. Pour moi, Jaworski, c'est vraiment un très très bon écrivain, au sens pur du terme, il écrit très bien. Et les illustrations étaient magnifiques, ça fonctionnait très très bien. Si vous avez envie de quelque chose de court, qui se lit bien, qui est un peu drôle, un peu cocasse comme ça, vraiment, ça peut vous plaire. Je trouve que c'était très réussi. J'ai également lu Godkiller en mars, puisque ça devait être l'Explora Livre de mars, très probablement. Je me souviens plus quand ça a été choisi, mais ça doit être ça. Donc je l'ai lu en anglais, en VO, et j'ai beaucoup aimé Godkiller. Pour moi, encore une fois, on est dans un livre qui est très mal marketé. J'ai vu beaucoup de retours négatifs sur ce bouquin, mais ce bouquin n'est pas de la romantasy, qui va traiter de thématiques assez dures. Il va se passer des choses assez dures au personnage. On a une ambiance qui est quand même assez sombre. Le pitch de Godkiller, c'est qu'on va suivre en gros une jeune femme qui est une tueuse de dieux. C'est son métier, c'est une espèce de mercenaire tueuse de dieux. Donc on l'embauche pour se débarrasser des dieux qui sont, voilà, je sais pas, par exemple au début on a un dieu de la rivière qui est rattaché à un hôtel au bord de la rivière qui empêche le passage des gens. Comme les dieux sont prohibés dans ce pays, on l'embauche, elle tue ce dieu, elle le tue. On peut pas tuer un dieu, mais elle peut s'en débarrasser les gens temporairement en tout cas de ce dieu et elle est payée et voilà. Donc c'est ce qui se passe au tout début, elle va se débarrasser d'un dieu, elle va aller à l'auberge du village pour se sustenter et elle va rencontrer une petite fille qui s'appelle, je ne sais plus, Ina, je crois, Ina. Elle rencontre une petite fille qui va la voir parce que cette petite fille est rattachée à un petit dieu des mensonges blancs, je sais pas trop comment on dit en français, des mensonges pieux peut-être. Donc elle est rattachée à ce dieu et évidemment ils ont ce lien et ils s'apprécient, il y a quelque chose de très fort entre eux évidemment, mais en même temps ils aimeraient bien peut-être un peu chacun reprendre leur liberté, d'autant que c'est un petit peu risqué pour les deux, puisque les dieux sont prohibés et qu'il ne faut pas qu'ils se fassent choper. Donc elle va rencontrer cette petite fille et par X et Y détours, elles vont être amenées à rester ensemble et un troisième personnage masculin va s'ajouter à tout ça qui lui est plutôt proche du roi, du coup, du prince ou du roi, non, du roi, qui est celui qui a fait interdire les dieux. Voilà, c'est plus ou moins ça l'histoire de base, donc on part sur une espèce de quête où on a des identités cachées, où chacun a des objectifs différents, très différents, où on a des personnages qui sont différents aussi en termes de manière de vivre, d'âge, d'expérience de vie, etc. Voilà, c'est un long, il y a vraiment un long passage où il se passe pas grand chose de manière assez ponctuelle, où finalement on apprend à les connaître, on apprend à connaître l'univers, on marche dans la forêt et il se passe effectivement pas grand chose, mais pour moi en termes d'ambiance c'était réussi, en termes d'univers, en termes de construction des personnages, c'était solide, c'était réussi. Et c'est ce que je veux aussi, c'est bien qu'il se passe plein de trucs, mais il y a un moment, je trouve quand même important de prendre ce temps pour construire l'univers, pour construire les personnages, pour construire des relations qui aient du sens et de l'intérêt. J'ai du mal à comprendre ce qu'on reproche à ce livre, mais soit. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. On a aussi beaucoup de diversité dans la représentation des personnages, puisqu'on a des personnages en situation de handicap, on a des personnages qui ont des relations saphiques, enfin voilà, on a différents types de personnages, on a différentes relations entre les personnages et c'est aussi pour moi un point important de créer des histoires où on a des personnages qui ont des différences quelles qu'elles soient, je veux dire physiques, dans la manière de vivre, enfin qu'importe, mais des personnages qui soient différents et qui représentent un plus large public chez les lectrices que juste la femme et l'homme hétéro, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc pour moi ça aussi c'est un point en plus qui ajoute quelque chose, qui ajoute de la valeur au livre et qui était appréciable parce que c'était subtil, parce que l'amour, le sexe, la romance, tout ça n'est pas le cœur de l'histoire mais ça existe quand même. Bref, j'ai beaucoup aimé, j'ai aimé l'histoire, j'ai aimé les personnages, j'ai aimé la complexité de certaines relations. Je pense par exemple au petit dieu Skedish et à la petite fille à qui il est rattaché, mais toujours est-il que j'ai trouvé que c'était complexe, c'était intelligent, c'était bien fait et il se passe quand même des choses et on a quand même des révélations, il y a quand même de l'action et la fin est très prometteuse pour la suite. Donc j'ai hâte d'avoir la suite, je la lirai en anglais très probablement, mais vraiment pour moi c'était une très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé, j'ai accroché, je trouvais que c'était très valable et très réussi. Dernier livre que j'ai lu en mars
qui était un service de presse, c'est Termuche de Sven Holm, que j'ai reçu donc de la part de Robert Laffont, si je ne dis pas de bêtises, qui est un livre écrit par un Danois, j'essaie de pas dire d'ânerie, qui est sorti il y a très longtemps, puisque je crois que c'est un livre qui était des années 60 ou 70, et qui a été assez récemment traduit a priori, donc il faut remettre le livre dans son contexte. Hein. Ça ne veut pas dire que j'excuse tout, mais je veux dire, il faut se remettre dans le contexte. C'est un très vieux livre, surtout que maintenant on en fait beaucoup plus de ce type de SF, puisqu'on est dans un post-apo, il y a eu une attaque nucléaire, et donc tout ce que ça implique une attaque nucléaire, donc évidemment les gens meurent tous les uns après les autres, que ce soit de leurs blessures, que ce soit des radiations, enfin voilà, de l'eau contaminée, que sais-je, et il y a des gens qui ont payé très cher pour avoir une place dans l'hôtel Termuche, qui est un hôtel qui est protégé, donc une espèce de bunker souterrain pour quand il y a des pics de radiation, il y a une espèce de parc qui est nettoyé quotidiennement pour faire retomber les radiations. Enfin voilà, on est vraiment dans le truc de luxe où les gens ont payé pour avoir le droit de vivre en fait. On va suivre un personnage qui est écrit comme dans une espèce de journal à la première personne. Je sais que ça a déplu, par exemple, ça a déplu au Faucon littéraire et je le comprends. Moi j'ai bien aimé parce que j'aime bien en fait ce jeu qu'il y a quand on a ce type de point de vue entre ce qui est dit et ce qui n'est pas dit, et entre la manière dont le personnage vous dit les choses et les perçoit et ce que vous comprenez du regard biaisé qu'il porte sur ces choses. Et moi c'est quelque chose que j'aime bien et je trouve que là c'est assez bien fait. On va voir ce personnage qui au début a sa place dans ce lieu et rencontre un petit peu d'autres gens et voit comment ça fonctionne, et plus ça va aller, plus il va y avoir des vagues de gens malades, blessés qui vont arriver, et en fait il va se poser la question très logique et éthique de qu'est-ce qu'on fait de ces gens. Est-ce qu'on les laisse crever dehors? Est-ce qu'on les aide? Voilà, qu'est-ce qu'on fait, et est-ce que c'est juste que parce que nous on a payé, on ait cette place, cette nourriture, on ait ce lieu de vie, alors que eux pas. Enfin bref, il y a toutes des questions d'éthique qui se posent comme ça. Et j'ai trouvé que c'était court, mais c'était assez percutant en fait, assez réussi. Le gros bémol pour moi de cette histoire, c'est qu'on a une femme dans l'histoire et qu'elle est franchement un peu nunuche, un peu potiche. Elle sert pas à grand chose, très honnêtement, et c'est un peu dommage. Voilà, ça c'est typiquement un des défauts qu'on retrouve dans les bouquins qui ont 40, 50, 60 ans, c'est que les représentations féminines sont soit très sexualisées, soit quasi inexistantes, et on est sur des potiches qui font un peu... voilà, qui sont là, mais bon, qui servent juste en fait d'excuses aux protagonistes masculins pour réfléchir et évoluer, mais elles n'ont pas d'intérêt en elles-mêmes. Soit. Donc moi j'ai bien aimé cette lecture, je trouvais qu'elle était intéressante, j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui étaient intéressantes dans les procédés narratifs, dans l'écriture, dans les questionnements qui étaient posés. Après c'est petit, c'est court, ça va vite aussi, mais vraiment il y a quelque chose qui m'a plu dans ce récit, donc voilà, je sais pas, c'est à vous de voir. Avec ses qualités, ses défauts. Par exemple, si vous n'aimez pas les récits à la première personne déjà, c'est râpé, voilà. C'est tout pour mes lectures de mars. J'ai enfin terminé les bilans de mars. Je vais maintenant passer petit à petit au bilan lecture d'avril et ensuite de mai, mai qui a été un très 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 gros mois. Donc je sais pas combien de temps ça va prendre pour rattraper tout ça, mais nous verrons bien. Toujours est-il que n'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire si vous avez lu des livres dont j'ai parlé ici, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou pas et pourquoi, ou s'ils vous font envie, éventuellement, quel livre dont j'ai parlé peut vous donner envie de les découvrir. Si vous voulez avoir mon avis sur le moment un peu plus à chaud, allez voir les vlogs. Il y a une playlist vlog de mars 2024. Vous retrouverez toutes les vidéos et normalement toutes les barres d'infos sont complètes. Donc vous aurez toutes les informations que vous souhaitez. Et voilà. En attendant, je vous souhaite à tous et toutes une très bonne journée. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!